la TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonjour à tous et merci de votre attention. L'actualité ce lundi, le Togo qui s'ouvre à la Turquie et vice-versa. Les deux pays ont signé des accords de coopération bilatérale. Lomé accueille au terme de ces accords la 43e ambassade de la Turquie, bientôt ici au Togo. La nationale numéro 2, la route Lomé-Palimé, les travaux de réhabilitation ont commencé. Un vaste projet qui intègre un autre avec un coût global de 214 milliards de francs CFA. Reprise des cours à l'université de Kara, c'est effectif depuis ce lundi. Reprise, oui, mais partielle, nous dira Nestor Moujou depuis Kara. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Bientôt, une ambassade de la Turquie à Lomé. Ankara en a manifesté la volonté. Son ministre des Affaires étrangères a fait l'annonce ce matin au président Forner Singbe. Et c'est au cours d'une audience à Lomé. D'autres sujets d'intérêt commun ont fait aussi l'objet d'échanges. Les précisions du diplomate turc, il est au micro de Gérald Agoudou. Yani heyetimde benim yanımda büyükelçim var. Benimdeki büyükelçim. Je suis accompagné d'une délégation qui comprend l'ambassadeur de la Turquie au Bénin, le directeur général pour l'Afrique du ministère des Affaires étrangères turc, différents ambassadeurs et diplomates de mon ministère, des représentants de la communauté d'affaires turque. Il s'agit donc d'une délégation qui inclut différents aspects. Je suis le premier ministre des Affaires étrangères turc à effectuer une visite au Togo et j'en suis d'ailleurs très heureux. J'ai été très honoré d'être accueilli par le président de la République togolais et je suis venu lui transmettre les salutations de notre président de la République. Nous avons évidemment parlé de la façon dont nous pouvons développer nos relations bilatérales. Nous avons décidé d'ouvrir une ambassade de Turquie ici à Lomé. Nous avons décidé du comment et de quand nous allons inaugurer cette ambassade ici. Nous avons aussi évoqué le début des vols de la Turkish Airlines qui desservirait Lomé. Nous avons parlé aussi de différents aspects du domaine de l'enseignement et de la sécurité. En gros, nous avons donc parlé de différents aspects des relations bilatérales. Et mon frère Robert m'avait invité ici à Lomé il y a un mois et j'ai tenu ma promesse et je suis ici. On vient de l'entendre, Lomé, bientôt capitale donc de la 43e ambassade de la Turquie en Afrique. Un souhait réitéré, vous allez l'entendre, en conférence de presse par son ministre des Affaires étrangères en séjour dans notre pays. Une brève visite de travail à Lomé au cours de laquelle plusieurs accords de coopération bilatérale ont été signés entre Lomé et Ankara. Augustin Kossi. Lomé et Ankara posent les bases juridiques de leur coopération à travers 3 accords. L'acte est conclu entre le ministre turc des Affaires étrangères en visite de travail au Togo et son collègue Robert Doucet. Un protocole d'entente relatif à l'établissement d'un mécanisme de consultation politique entre les 2 départements ministériels, un accord d'exception réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et un mémorandum d'entente relatif à la coopération interministérielle. L'éducation et l'aviation civile sont aussi au cœur de cette coopération bilatérale. Türkiye olarak Afrika ülkeleriyle ve La Turquie est déterminée à développer ses relations avec le continent africain, les pays africains et les organisations régionales qui s'y trouvent. En 2012, la Turquie comptait 12 ambassades sur le continent alors que actuellement ce chiffre est passé à 42. Inch'Allah, la 43e ambassade sera inaugurée ici à Lomé. Nous sommes partenaires stratégiques avec l'Union africaine depuis 12 ans. Nous y attachons une très grande importance. Nous remercions aussi le Togo pour ses contributions et pour son soutien.
Nous avons aussi soutenu la TICA pour que du matériel médical soit acheminé ici dans ce pays, dans cette période de pandémie. Et nous avons aussi amené avec nous, en guise de solidarité, une aide médicale symbolique dans notre avion. Nous suivons de près le plan de développement pour 2018-2022 qui fait partie de la vision de votre président de la République, qui est également l'un des doyens de l'ECOWAS. Nous constatons que les entreprises turques s'intéressent aux investissements et aux projets qui sont prévus et nous allons les encourager. Les accords que nous venons de signer ne sont pas suffisants. Il nous faut maintenant finaliser le texte de l'accord pour mettre en place le mécanisme de la Commission économique mixte. Nous sommes mis d'accord pour développer davantage nos relations, pas seulement dans les domaines économiques et commerciaux, mais aussi dans les domaines de l'enseignement, de la culture, des technologies de l'information, des archives diplomatiques et de la formation des diplomates. Nous allons aussi, dans les années à venir, augmenter le nombre de bourses que nous octroyons aux étudiants togolais qui viennent étudier dans notre pays. Verdiğimiz bursu arttırarak devam ettireceğiz. Le ministre turc des Affaires étrangères et sa délégation ont eu au préalable un déjeuner de travail avec la partie togolaise. Un moment d'échange et de convivialité qui a permis d'approuver le mémorandum d'accord relatif au transfert de l'École internationale atlantique à la Fondation Marif de Turquie. Un partenariat salué par le ministre Robert Doucet au terme des travaux. Le ministre des Affaires étrangères ici présent a annoncé l'ouverture de l'ambassade de Turquie ici au Togo. Et de la même manière, nous, le président de la République lui a également donné la garantie que le Togo ouvrira une ambassade à Ankara. Ensuite, lors des discussions, nous avions convenu ensemble de signer plusieurs accords. Nous avions signé 3 accords. Et nous avons souhaité également que très rapidement, la Turkish Airlines, qui avait souhaité s'installer, ouvrir sa ligne ici, sa ligne aérienne ici au Togo, puisse le faire après cette pandémie de Covid-19. Le gouvernement togolais s'engage également à signer dans un très proche avenir un accord avec la Fondation Marif pour permettre à cette fondation qui travaille beaucoup dans le cadre de l'éducation, de continuer son œuvre d'éducation à travers l'école turque ici au Togo. Également, nous avions encouragé le partenariat entre la Turquie et le continent africain. Normalement, en 2021, il y aura un sommet Turquie et Afrique. Le Togo soutient cette démarche de la Turquie et soutient la vision du président Erdogan pour l'Afrique et en particulier sa vision de coopération avec notre pays, le Togo. Bien d'autres accords sont également en cours de négociation et seront signés très prochainement. Rencontre avec le président de la République, signature d'accord avec son homologue togolais des affaires étrangères. Le diplomate turc est reparti aussitôt, raccompagné, vous le voyez, à l'aéroport par le ministre Robert Doucet. Un court séjour à Lomé, mais ô combien rempli certainement de souvenirs et éventuellement de présents pour le ministre turc et sa suite. C'est une annonce qui va soulager beaucoup de ménages au Togo. Le gouvernement compte réduire de 80% le coût des soins de santé. En clair, la couverture assurance maladie va être étendue à tous. Comment cela va se faire? Eh bien, voici les explications de Yata Aratem. Disposer de fonds pour la santé est une question fondamentale et sans assurance maladie, tout Togolais malade risquerait de tomber dans la précarité s'il ne dispose pas d'un revenu conséquent. Le Togo veut donc assurer et garantir l'accès à des soins de santé à un coût abordable pour tous. Salariés du secteur privé, agriculteurs, artisans, étudiants entre autres auront pour les 5 prochaines années leur assurance maladie. Ceci pour réduire de plus de 80% la part du coût des soins de santé supportés par les ménages. Une volonté des autorités à renforcer la gouvernance et la gestion des structures sanitaires grâce à l'extension de la contractualisation et l'amélioration de la formation des responsables. Pour réussir ce programme, le Togo peut compter sur l'Institut national d'assurance maladie INAM. Cette structure étatique chargée d'assurer la couverture en assurance maladie au Togo détient à son actif plus de 300 000 bénéficiaires.
Elle a, depuis le 14 mai 2019, étendu ses prestations au secteur privé, notamment aux artisans, et entend couvrir 100 000 d'entre eux à l'horizon 2025. L'INAM a en ligne de mire les professionnels des médias, et avant ceci, 500 étudiants ont été assurés, ce qui constitue la phase pilote de son dispositif en faveur des étudiants. Les écoliers du secteur public sont concernés par ce vaste programme. Déjà en 2017, Scolassure, un programme présidentiel de protection sociale en milieu scolaire, a été lancé. À ce jour, plus de 1 740 453 élèves bénéficient d'une prise en charge en assurance maladie. Ceci représente une proportion de 28% de la population togolaise couverte par une assurance sanitaire. L'enjeu pour le gouvernement est de parvenir assez rapidement à un taux de couverture de 40% de la population à travers ce programme qui tient également compte des femmes. Il est annoncé la construction et l'équipement de 6 centres de santé mère-enfant en leur faveur sur toute l'étendue du territoire. Des réalisations couplées de doublement du nombre d'accoucheuses auxiliaires d'État. Également, la construction de 100 centres médico-sociaux et la réhabilitation des centres de santé communautaires existants. Une attention particulière sera accordée aux équipements en soins obstétricaux performants, SONU, ou soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Elles voient déjà leurs conditions s'améliorer. Depuis 3 ans déjà, le programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV, apporte des réponses concrètes dans les milieux ruraux. Centres de santé, unités de soins périphériques, réhabilités ou construits, les populations n'en demandent pas mieux. Leur témoignage, et c'est le grand format de cette édition. Il est signé Pierre Tessouko. Marché de Bafilo, jour d'animation. À l'intérieur, une véritable ambiance de kermesse. Dans des va-et-vient, les commerçants s'invectivent, se bousculent pour gagner de potentiels clients. Et c'est comme cela depuis l'inauguration officielle de cet espace d'échange il y a bientôt 1 an. En plus du marché, un centre médico-social pour les soins de santé primaire. Le tout nouveau maire élu de la commune ne demande pas mieux. Pour l'hôpital, il y a des blocs opératoires. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour la santé et la survie de notre population. Le marché de Bafilo, par rapport à l'ancien marché qui était restreint, aujourd'hui le marché est élargi et à la satisfaction de la population. En 3e position, le centre des jeunes. Comme tel, le PAPV, ou programme d'appui aux populations vulnérables, est très sensible à la situation des couchés vulnérables. Ici, comme partout ailleurs, le PAPV change tout à travers les préfectures et régions du Togo. Des structures d'accueil et d'écoute destinées à favoriser l'accès aux soins pour tous. Dans le Vaud, le centre médico-social d'Akumapé en est un modèle. L'architecture du bâtiment dégage une attraction qui accueille et force l'admiration. Et la personne la plus heureuse de cette structure, c'est bien cette dame, directrice préfectorale de la santé. L'ancien CMS était devenu un peu vétus et sa capacité d'accueil aussi était limitée. Donc avec ce nouveau centre qui est assez grand, nous pouvons améliorer la capacité d'accueil des patients et améliorer également le plateau technique qui va permettre d'améliorer la prise en charge des patients de tout le canton et des autres cantons de la préfecture de Vaud. Avec celui-ci, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Nous avons plus de salles, nous pouvons avoir plus de personnel pour prendre en charge les patients. Au niveau du laboratoire surtout, il y a des nouveaux équipements qui sont arrivés qui vont permettre de réaliser des analyses qui n'étaient pas possibles à effectuer dans l'ancien centre. Des services publics de proximité pour sortir les populations de la vulnérabilité. Bapuré. Le centre que voici est chargé d'histoire. Sa rénovation justifie tout ce sourire encore visible sur les visages des hommes et femmes d'ici. Notre hôpital est en train de changer la physionomie du canton de Bapuré. Après l'hôpital, on n'aura plus de problèmes. D'abord, avant, on souffrait. On prenait les malades sur le Kouka, sur le bazar. Mais aujourd'hui, on voit qu'après l'hôpital, aucun malade ne doit plus se déplacer, aller à quelque part. D'abord, nous remercions d'abord le président de la République
qui a fait l'honneur de donner un bon hôpital, un bon centre dans le canton de Bapuré. On le remercie. En un peu plus de 2 ans et demi, les choses sont allées vite, très vite, pour répondre aux urgences. Le chef de l'État l'a ainsi voulu et à tous les niveaux, il met les moyens et anticipe sur les besoins. Ici, nous sommes à CMS Ketao, plus précisément à 20 km de Kara. Et tout récemment, nous avons reçu un don de bâtiment par son Excellence, M. Sojina Nyasingbe, et qui est ce bâtiment que nous voyons ici près. Et cela nous a permis de décongestionner l'affluence des malades que nous gardons en salle, aussi séparer la médecine de la maternité, qui est un plus pour les centres et aussi pour la communauté de Ketao et ses environs. Et ça nous a permis aussi à nous, les personnels, de bien travailler et de gérer aussi les cas des malades cas par cas. EDEM fait partie des heureux gagnants de cette politique du président de la République. Les installations photovoltaïques que voici au sein de l'hôpital Saint-Jean d'Afagnan portent sa marque. Ce joyau est un soutien sans précédent que le chef de l'État a apporté à l'hôpital Saint-Jean de Dieu d'Afagnan. Cette installation a apporté vraiment un soutien à l'hôpital par rapport aux factures d'électricité. Le PAPV traverse les localités du pays pour aider enfants, jeunes et adultes démunis à sortir de la pauvreté qui les étreigne. L'accès à de l'eau potable, à l'école, aux soins de santé, aux espaces modernes d'échanges commerciaux et à des cadres de concertation entre jeunes. Ce programme, financé par le gouvernement togolais, a en espace de 2 ans et demi apporté beaucoup de réponses aux populations, surtout les plus défavorisées. Des actions qui, à l'image de son porteur, ne font pas du bruit, mais font simplement parler d'elles à tous les niveaux, partout à travers le pays. Pierre Sousbo, merci. Notez également que le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasingbe, a participé ce matin par visioconférence à la 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Nous reviendrons plus en détail en images sur ce sujet dans les prochaines éditions. Pour ceux qui empruntent déjà la nationale numéro 2, vous l'auriez sans doute déjà constaté. Les travaux de réhabilitation et de la grande route Lomé-Palémé ont commencé. 214 milliards de francs CFA sont débloqués pour ce projet et un autre. Quel en sera l'impact pour les populations, pour tout le pays? Eh bien, voyons cela avec Ulrich Chamégan et Yatta Aratem. Le Togo fait du développement des infrastructures socio-économiques sa priorité. Du sud au nord, les preuves sont visibles depuis quelques années. Le pays vient de débloquer à nouveau 214 milliards de francs CFA pour la réalisation de 2 grands projets. Le premier porte sur la modernisation de la route Lomé-Palémé, longue de 120 km, ainsi que l'aménagement des bassins de rétention d'eau de Todman, CB et d'Adi de Gomé, pour un montant cumulé d'environ 195 milliards de francs CFA. Le second concerne l'aménagement des voiries et réseaux divers de la ville de Palémé pour un montant de 19 milliards de francs CFA. Le déploiement des équipements sur les zones d'Atiégou et d'Adi de Gomé en dit long sur le démarrage des travaux. Ce sera ainsi la fin du calvaire pour les usagers de la route Lomé-Palémé. La réhabilitation de cette voie va permettre de désengorger le trafic très dense sur le tronçon et assurer plus de sécurité. Elle présente également un intérêt particulier pour l'économie de la préfecture de Kloto, réputée pour son attrait touristique. Quant aux bassins de rétention, ils vont permettre de lutter efficacement contre les inondations dans les zones ciblées et réduire considérablement leurs conséquences sur les populations environnantes. De l'électricité pour tous les Togolais, eh bien ça passe aussi par Pérécute. Pérécute, eh bien c'est le programme d'extension du réseau électrique dans les centres urbains du Togo. En quoi consiste exactement ce programme? Des éléments de réponse, Eliaba Liandao. L'énergie
et l'électricité des ressources capitales pour le développement économique, humain et durable. Au rang des initiatives mises en place pour rehausser le taux de couverture nationale se trouve le programme d'extension de réseaux électriques dans les centres urbains du Togo, PERECUT. Financé à hauteur de 46 milliards de francs CFA, le PERECUT est un programme mis en œuvre au Togo pour faciliter plus de 108 connexions à l'électricité, ce qui servira à près de 540 000 personnes en termes de pénétration de l'électricité. Le programme est subdivisé en 3 principales étapes pour mieux atteindre les résultats escomptés et les pérenniser. La première consiste à réhabiliter, à renforcer et à étendre le réseau de distribution à 53 localités dans les 5 régions du pays. La seconde phase sera consacrée au soutien additionnel à l'accès au réseau et la dernière, l'appui et le renforcement des capacités. Les efforts précédemment fournis par le gouvernement pour faciliter l'accès des populations à l'énergie électrique ont permis au Togo d'enregistrer une hausse de 287% des ménages électrifiés en 10 ans. Le pays envisage atteindre un taux d'électrification de 100% à l'horizon 2030. La disponibilité en l'électricité sous-tend la fourniture de services essentiels comme l'éducation en apportant la lumière dans les écoles et foyers, ce qui entraîne une augmentation du taux de fréquentation scolaire en milieu rural. Elle garantit une sécurité à travers la lutte contre la criminalité ou les vols nocturnes, l'accès aux technologies de communication, la radio et la télévision, ou encore l'amélioration de la productivité des activités agricoles et économiques. Je vous l'annonçais en titre aussi tout à l'heure. Étudiants bien présents dans les amphis, enseignants bien en face et bien debout, et bien les cours en présentiel ont bien repris aussi depuis ce matin à l'université de Kara, reprise partielle néanmoins, nous dit Nestor Bonjou, et ce dans le respect des gestes barrières. Contrainte à fermer ses portes comme les autres établissements d'enseignement depuis le 20 mars, c'est ce 20 juillet que l'université de Kara a repris ses activités pédagogiques et académiques. En temps normal, les 2 campus de l'université grouillent de monde. Mais cette reprise étant partielle, ce sont les niveaux master et licence professionnelle qui sont autorisés à avoir accès aux amphithéâtres et aux salles de cours. Les étudiants sont revenus avec un nouvel état d'esprit lié au Covid-19. Lorsque j'ai eu les informations que l'université allait ouvrir, j'étais vraiment très fier et c'était un sentiment profond, comme si je venais d'avoir le bac et que je devais rentrer à l'université. J'étais vraiment très content de revoir mes amis et de reprendre les cours après tout ce temps. Il y a eu du stress et aussi nos amis nous ont manqué. Il y avait aussi une petite frayeur par rapport à la pandémie qui continue de sévir. En protégeant ma vie, je protège celle aussi des autres. Alors je compte vraiment respecter tout ce que le gouvernement a dit. Déjà quand nous sommes arrivés, les premiers gestes c'était « Ah, tu es là !» Et on se rappelle que bon, ça c'est interdit et puis bon. Et c'est pas aussi facile de toujours avoir ces cache-nez. Mais on doit faire avec, on n'a pas de choix. C'est une très grande joie. Nous, on pensait déjà qu'on allait faire une année blanche. Et bon, quand on nous a appelés, on dit « Ok, on va reprendre les cours ». C'était vraiment une grande joie. Avec le confinement, tout a été arrêté. Les cours en ligne, on faisait des efforts, mais ce n'était pas vraiment ça. Avec les cours en présentiel, on espère vraiment comprendre ce qu'on n'a pas pu comprendre, avoir plus d'éclaircissements et pouvoir terminer l'année en beauté. Nous sommes aussi très vigilants par rapport au respect des mesures barrières parce que pendant tout ce temps, plusieurs personnes ont voyagé, on ne sait pas d'où les gens viennent et tout ça. Nous sommes aussi prudents par rapport aux mesures pour que nous puissions continuer les activités sans que personne ne soit infecté ou quoi que ce soit. L'accès donc au campus est soumis au respect des mesures barrières. À cet effet, une police Covid a été mise en place. Celle-ci est appuyée par les délégués des étudiants. Le collège des délégués, nous étions là déjà à 6 heures pour indiquer les mesures à prendre. Et il y a eu une bonne collaboration avec la police universitaire. Donc nous étions à la porte. Quand vous venez, on vous demande, vous êtes à quel niveau, si vous faites le master, on vous permet d'accéder au campus. Mais si vous n'êtes ni au master ni
en licence professionnelle, nous vous demandons juste de retourner chez vous. Lorsque vous serez programmé, on vous tiendra informé. La sensibilisation constitue l'une des dispositions prises pour cette reprise partielle des cours. L'administration de l'université mise beaucoup là-dessus. Nous sommes venus rappeler aux étudiants que l'université peut mettre tous les moyens à leur disposition. Mais si eux-mêmes ne les approprient pas, on ne peut pas atteindre le résultat escompté. Ils sont conscients des investissements mis par leurs parents. Ils sont conscients des efforts fournis par eux-mêmes. Ils sont conscients des efforts de l'institution pour les accompagner. Donc, il fallait les motiver davantage à entrer dans cette logique de résilience. Les universités ont été autorisées à rouvrir au tiers de leur effectif. L'université de Kara a cette année 21 000 étudiants. Le tiers donne donc 7 000 étudiants. Mais par rapport à la mesure de distanciation physique, elle a envisagé de tenir compte de 2 358 places. Un effectif dont le contrôle lui paraît un peu plus facile. L'appréciation du comportement de cet effectif permettra aux responsables de l'institution de prendre des décisions qui s'imposent. Reprise donc des cours à l'université de Kara dans le strict respect des gestes barrières imposés par la situation Covid-19. Voici d'ailleurs la situation de la pandémie au nouveau coronavirus chez nous, ici au Togo. À ce jour, lundi 20 juillet 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 783 avec 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 554, 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 214 et le nombre de décès est de 15, chiffres et communiqués rendus publics par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. La suite dans ce journal, les retours maintenant sur l'entretien avec le coordonnateur du secrétariat technique du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, CFSPP, vos entretiens sur le processus d'approvisionnement du Togo en produits pétroliers. Et je vous laisse donc en compagnie de cet entretien. Et merci d'abord à vous qui nous suivez ce soir, ou particulièrement à Tichao dans la Cosa. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. L'affaire fait grand bruit, les réseaux sociaux en font un feuilleton, ça jase de partout, depuis les révélations du journal L'Alternative, des allégations commentent d'autres sources. Près de 400 à 500 milliards de francs CFA auraient été détournés en mode offshore sur les commandes de l'État togolais dans le secteur du pétrole. Le Petrolgate qui agit donc et la toile et tout le Togo. Au cœur de l'intrigue, la famille Djakli, père et fils. Qu'en est-il exactement? De simples rumeurs qui font juste clameur, des allégations pour certains, des révélations pour d'autres. Nous allons tenter d'en savoir un peu plus dans cet entretien avec notamment le coordonnateur du secrétariat technique du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, CSFPP. Avec nous donc pour éclairer notre lanterne, Monsieur Kondo et Komlan. Bonjour Monsieur Kondo. Bonjour Monsieur Dawa. Première question, comment se porte aujourd'hui le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers au Togo, l'organe qui est justement en charge de la régulation du secteur? Avant de répondre à votre question, merci d'être passé prendre les informations. Et je parle au nom de mon ministre de tutelle, qui aurait été celui qui allait présenter ce que nous allons faire tout à l'heure. Mais un empêchement de dernière minute a fait qu'il m'a confié la mission de venir vous éclairer techniquement sur ce que fait le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers. Et donc en ce sens, pour répondre à votre question, je vous dirais que le CSFPP se porte bien et poursuit sa mission de régulation du secteur pétrolier, malheureusement dans un contexte
marquée par la pandémie de Covid-19. Monsieur Conto, lorsqu'on parle de produits pétroliers, qu'entendons-nous exactement par produits pétroliers? Alors, pour répondre à cette question, je vais me situer dans le cadre spécifique où nous sommes pour vous dire qu'en termes simples, les produits pétroliers, c'est un type d'énergie nécessaire à faire tourner un moteur, puisque c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Ils sont issus de traitement des hydrocarbures bruts, et à partir de ce traitement qu'on appelle dans le langage technique raffinage, on obtient des produits, et pour ce qui nous concerne ici, il s'agit du super sans plomb, du pétrole lampant, du gasoil, ce que nous vendons habituellement, et le jet A1, qui est le carburant utilisé par les avions, les aéronefs. Notons au passage, ça c'est pour éclairer un peu votre lanterne, puisque vous le demandez, que grâce à la pétrochimie, on peut aussi utiliser les produits pétroliers dans des produits pharmaceutiques. Dites-nous, quelle est la responsabilité exacte de votre ministère, le ministère de tutelle, dans la commande des produits pétroliers, celui-ci au Togo? Alors, la question telle que posée amène à aborder les bases juridiques qui régissent le secteur pétrolier au Togo, ainsi que le rôle des différents acteurs intervenant dans la chaîne d'importation et de distribution. Alors, je vais commencer par les bases juridiques. Il en existe 3 principalement dans notre système ici. Le premier, c'est le décret, je vais vous le citer, le décret numéro 2010-146/PR du 26 novembre 2010 relatif au mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe des produits pétroliers. Ça, c'est pour le décret. Il y a un arrêté ministériel qui a été pris. Cet arrêté a pour numéro 017/MCPSP/MEF/MME du 10 décembre 2010 relatif à la commission technique de suivi du mécanisme d'ajustement des prix des produits pétroliers au Togo. Ça, c'est pour le deuxième texte. Le troisième, c'est l'arrêté numéro 003/MCPSP du 20 janvier 2011 portant mise en place d'un secrétariat de la commission technique du suivi du mécanisme d'ajustement des prix des produits pétroliers. Ça, c'est pour les textes juridiques. Ces textes juridiques ouvrent droit à des organes, donc ce sont les organes administratifs. Et pour les organes administratifs aussi, il y en a, comme par hasard, 3. Le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, que nous appelons communément CSF-PPP. Alors, ce comité est composé de 4 personnes, à savoir le ministre chargé du commerce, qui en est le président, le ministre chargé des finances, qui en est le vice-président, le ministre chargé des mines, qui est membre, et le représentant du Premier ministre, qui est aussi membre. Ça, c'est pour le CSFPP, l'organe principal. Ensuite, il y a une commission qu'on appelle commission technique, qui est composée essentiellement des représentants de l'administration publique, à savoir les ministères, les 3 ministres que je viens de citer. Donc le ministère chargé du commerce a un représentant, le ministère chargé des finances a des représentants, le ministère chargé des mines a des représentants. Ça, c'est pour ce qui est des représentants de l'administration publique. Cette commission est composée aussi des représentants du secteur privé, notamment le Conseil national du patronat et le groupement des professionnels de l'industrie du pétrole, qu'on appelle communément le GPP, et le représentant des gérants de stations. Ça, c'est pour le secteur privé. Il y a aussi la société civile qui est représentée au sein de cette commission. Et il s'agit de la représentation par 2 personnes des syndicats. Alors, c'est bien là où, ça il faut le préciser ainsi, c'est au niveau de cette commission technique que se décide ou se propose au gouvernement
les prix à appliquer à la pompe et il appartient au gouvernement, en dernière position, de trancher après cette proposition de la commission technique. Alors, il y a un troisième organe, puisque j'en avais annoncé 3. Le troisième, c'est le secrétariat de la commission technique, qui est en fait au quotidien du CSFEP. Donc, c'est l'organe, c'est la cellule administrative et technique du CSFEP. De façon générale, s'il faut se résumer, on dira que le CSFEP, c'est l'organe de régulation du secteur pétrolier et c'est par son intermédiaire que l'État lance des appels d'offres. Il suit l'exécution des contrats d'appel d'offres et propose des prix applicables à la pompe, comme je viens de le dire tout à l'heure. Nous allons parler maintenant des autres acteurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit notamment des traders qui sont nos fournisseurs, donc les fournisseurs des produits pétroliers. Et ceux-ci opèrent au niveau de 3 zones de par le monde. La première zone qui regroupe l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient il n'y a pas longtemps a été scindée en 2. C'est-à-dire qu'il y a eu un découplage du Moyen-Orient avec l'Europe et l'Afrique et qui a donné une autre zone qui est gérée, partagée par Oman et Dubaï. La zone Europe et Afrique a son siège à Londres. La deuxième zone, c'est la zone Amérique, Caraïbes et Pacifique Ouest qui a pour siège New York. Et puis la zone Asie et le reste du monde avec siège Singapour. Le Togo se situe dans la première zone et ne va pas sur les autres marchés qui sont déjà géographiquement éloignés. Cet éloignement va encore grever les frais de transport si jamais nous allions vers ces marchés. Il faut préciser que le choix des traders qui participent à nos appels d'offres au Togo est surtout basé sur leur renommée internationale et sur leur longue expérience sur la côte ouest africaine. Alors, tous étant compétitifs, ces traders, ce qui les départage enfin pour leur choix, c'est l'offre faite pour le prix. Et pour vous expliquer comment le prix est constitué au Togo, il y a 2 composantes. Ce que nous appelons ici le prix A, et puis la deuxième composante, le prix B. Le prix A, c'est quoi? Lorsque quelqu'un gagne un appel d'offres, déjà dans le contrat, c'est bien indiqué que pour vos prochaines livraisons, nous allons prendre la moyenne de la cotation de 5 jours que ni le trader, ni le CSFEP ne connaît pas encore, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, nous sommes aujourd'hui le 17. Nous sommes le 17. Le 17. Alors, nous allons avoir des produits le mois prochain, en août. Nous nous entendons pour dire que nous allons utiliser la cotation des 1er, 2, 3, 4, 5 août pour fixer le prix A. À l'heure où nous parlons, ni vous, ni moi, nous ne savons pas ce que ça va coûter sur le marché international, du Platts notamment, les prix des produits pétroliers. C'est ce qui fait qu'il y a une transparence. Ensuite, quand nous avons obtenu ces moyennes à partir de ces 5 jours, nous ajoutons le prix B qui fait l'objet d'un appel d'offres. Alors, les appels d'offres que nous lançons sous forme de consultation restreinte vont dire, bon, chers traders, nous souhaiterions avoir quelqu'un qui peut nous livrer nos produits ici à son coût CAF dans nos bacs au dépôt de Lomé ici et de nous les livrer moins cher, c'est-à-dire que le prix qu'il va proposer et que nous allons dépouiller sera composé du fret, donc le transport il le fait à ses frais, de l'assurance, des produits qu'il va transporter, du coulage. Le coulage, dans le jargon ici, ce sont les pertes. Vous savez, les produits pétroliers sont très volatiles. Donc, toutes ces pertes-là, c'est lui qui les assume. Et quand nous commandons une quantité de produits, ça veut dire qu'il doit nous livrer la même quantité de produits sans dire qu'il y a perte en mer.
plus maintenant en quatrième partie, son bénéfice qu'on appelle la marge du trader. Voilà de quoi sont constitués les deux prix que nous additionnons pour savoir quel est le prix de la tonne qui nous a été cédée en CAF ici à Lomé. Voilà au niveau du trader qui est un des acteurs importants. Après le trader, nous avons le dépôt parce que quand il arrive avec ses produits, il faut bien les stocker quelque part. Alors, le dépôt que nous avons ici s'appelle la STSL, qui est la société de stockage de Lomé. Il bénéficie de l'extraterritorialité, ça c'est des termes qu'utilisent les douaniers. Et puis, la société d'entreposage STE, qui est un entrepôt spécial destiné aux produits pétroliers à mettre à la consommation. Ce qui voudra dire que quand les produits arrivent au niveau de la STSL, ceux qui seront consommés sur le territoire togolais vont passer au niveau du dépôt de la STE et c'est à partir de là qu'on essaye d'alimenter et d'approvisionner le territoire national. Ça, c'est le rôle des dépôts. À part les dépôts, nous avons maintenant ceux qui doivent se charger de nous remplir nos réservoirs, donc les marketeurs. Les marketeurs sont les distributeurs qu'on trouve dans les coins de rue un peu partout à Lomé. Ils sont au nombre de 14, je ne sais pas si ça vaut la peine de les citer. Néanmoins, essayons quand même, il y a T-Oil, il y a Total Togo, il y a MRS Togo, OVH Énergie, qui était anciennement Owando, Cap Togo, Somayaf Togo, Sanol. Les stations-service qui nous... Exactement, les stations-service qui nous desservent. Ce sont ces sociétés qui sont là et sont chargées de la distribution des produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire. Il est important de relever, après cette description, que le décret 2010, numéro 2010-146, barre PR du 26 novembre, charge fondamentalement le CSFPP et ses autres organes de mission d'une mission de régulation et précisément de la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe des produits pétroliers. Ça, c'est la première mission, sinon même c'est la vraie mission du CSFPP. Néanmoins, et c'est à la suite d'une histoire, parce que dans le temps, les importations se faisaient par les sociétés privées installées sur la place. Je vais vous expliquer comment ils procédaient. Ces sociétés importaient des produits à chaque 2 mois pour toute la profession. Mais il était arrivé à un moment donné où, parce que l'État, il arrivait à l'État de demander que le prix à la pompe soit vendu moins cher que ce que cela ne devrait coûter. Donc cela a commencé à peser un peu sur les finances des marketeurs. On est arrivé à avoir, ils ont eu des créances que l'État devrait leur payer. Ils l'ont exigé avant de faire les importations, ceci c'est en 2008. Ils ont demandé que ces créances leur soient payées avant de pouvoir faire l'importation du moment. Les négociations n'ayant pas abouti, l'État a alors demandé l'aide d'un trader qui pouvait venir nous sauver pour qu'on ne tombe pas du tout en rupture, parce que les ruptures avaient déjà commencé à cause de cette position des marketeurs d'alors. Et donc c'est comme ça que les importations sont tombées un peu sous la gestion du CSFPPP, parce qu'il fallait sauver une situation. Alors, qu'est-ce qui fait que peut-être cette situation a perduré? Elle est stable pour le gouvernement, cette situation, parce que celui qui a accepté de venir faire l'importation en ce temps de crise l'a fait sans demander un seul franc de la part de l'État togolais. Donc c'était sur la base de la confiance. Alors, cette expérience a permis à d'autres de venir s'essayer et c'est ça qui se poursuit jusqu'à ce jour. Nous reviendrons beaucoup plus en détail pour vous expliquer comment ça se passe. Alors, après, comme ce que je viens de vous dire, après l'appurement des dettes, donc cette situation a continué avec le CSFPP, qui a continué de gérer, bien sûr avec les organes que je viens de vous citer, les ministres, la commission technique, la cellule technique et administrative, pour faire les importations des produits. Maintenant, de la commande des produits pétroliers
sous la tutelle du ministre du Commerce. S'agissant de la commande des produits pétroliers, qui est la mission assurée de fait par le CSFPP, la procédure observée est la suivante. Chaque 3 mois, c'est-à-dire là, nous sommes actuellement avec ce qui se passe, les anciens marketeurs, c'était chaque 2 mois, maintenant c'est chaque 3 mois qu'une consultation restreinte préparée par le CSFPP et signée par le ministre à l'attention des traders qui opèrent habituellement dans notre zone. Alors on leur envoie ce courrier et puis ils manifestent leur volonté de participer à la consultation restreinte. Qu'est-ce que nous mettons dans le dossier? Nous mettons les termes de référence que tous ont, le modèle de contrat d'approvisionnement en produits pétroliers, ils l'ont pour savoir qu'est-ce qui les attend à l'intérieur du contrat qu'ils signeront s'ils gagnent l'appel d'offres, et puis les annexes. Au niveau des annexes, nous avons 7 documents. 7 documents, à savoir les spécifications togolaises, donc c'est ça qui donne les caractéristiques des produits que nous utilisons. Le modèle d'engagement de paiement, donc l'État s'engage de payer les produits qu'on lui livrera. Le modèle de garantie de performance, ça c'est ce que nous demandons aux traders. Il faut qu'on soit sûr que ce trader-là, il est sérieux et qu'il ne vient pas s'amuser avec le pays, le Togo. Donc on a le modèle de notice de défaut qui est très important parce que si le trader est défaillant, c'est ça qui constituera la garantie pour que nous puissions passer à un autre trader. Nous avons l'historique des livraisons, nous avons le modèle de garantie bancaire de soumission et puis le modèle de l'engagement de soumission. Voilà tous ces éléments qu'on met dans le dossier. Et puis, une chose très importante à préciser, M. Devaux, le dépôt des offres des soumissionnaires est fait au secrétariat du CSFPP. Nous avons dit entre 10h et 11h. Nous n'avons pas de plage de date pour éviter qu'on dise que nous avons peut-être ouvert un document avant le dépouillement. Donc, c'est le jour où a lieu le dépouillement qu'a lieu en même temps le dépôt. Et quand les gens arrivent entre 10h et 11h, ce que nous avons remarqué, nous n'avons jamais changé le cours des choses, c'est que les gens attendent quand il reste 10 minutes pour déposer leurs offres. Et dès qu'ils ont fini de déposer, ensemble, nous allons à la salle de dépouillement avec eux. Donc, personne n'a le temps de dire qu'on va regarder si on peut ouvrir pour communiquer à tel ou tel autre le prix ou l'offre d'un soumissionnaire. Voilà un point de transparence. Ensuite, celui qui préside cette commission, c'est le représentant du Premier ministre. C'est lui le président. Nous avons 2 représentants de la commission technique, qui est l'organe dont je vous ai cité tout à l'heure, et puis 2 représentants du secrétariat du CSFPP qui est au quotidien du CSFPP. Voici comment se fait le dépouillement aussi, parce que c'est très important. La vérification de la recevabilité des offres, nous avons 10 critères. Lorsque le dépouillement commence, on vérifie chez chaque soumissionnaire si chaque soumissionnaire respecte les 10 critères de recevabilité. Si vous ratez un seul des 10 critères, vous êtes éliminé devant les autres concurrents. Tout est fait devant les représentants ou le trader qui est là. Ensuite, quand vous passez cette étape des 10 critères, nous passons à l'analyse des offres techniques. Alors, les offres techniques, en général, c'est quoi? Dans le dossier, dans les termes de référence, on demande à chaque société de donner son company profile. Donc, c'est à partir de cela que nous puisons les éléments qui nous permettent de comprendre que tel trader est sérieux et qu'il peut livrer au Togo les produits sans difficulté. Et il y a des points qu'on donne naturellement parce que c'est noté sur 100. Si vous avez moins de 70 points, vous êtes là aussi éliminé. Donc, il faut avoir au minimum 70 sur 100 pour être sûr de passer à l'étape de l'ouverture des offres financières. Quand les offres techniques sont étudiées à huis clos, nous rappelons en salle les traders ou leurs représentants pour venir suivre ce que nous avons fait. Et nous leur disons ce que chacun a obtenu comme point. Et si quelqu'un a été recalé, on le lui dit. Et il sait pourquoi il a été recalé. Passé cette étape, nous procédons maintenant à l'analyse
financière des offres. C'est la partie la plus, bon, je ne vais pas dire la plus importante parce que la première partie aussi est importante, mais c'est ça qui finit par déterminer le prix auquel nous allons obtenir nos produits. Et donc à ce niveau, quand nous prenons un dossier, nous prenons l'enveloppe de l'offre financière, nous la déchirons, nous vérifions qu'il n'y a pas eu des trucs pour signifier que c'est X ou c'est Y. L'enveloppe doit être sans signe distinctif. Quand on l'ouvre... Dans de la transparence toujours. Exactement, c'est toujours dans le sens de la transparence. Alors quand on ouvre cette enveloppe, on donne le nom de la société, le nom du trader à qui cette enveloppe appartient. On note. Et maintenant, on vérifie quelle est l'offre que cette société donne. C'est-à-dire ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, le prix B, qui prend en compte sa marge, le coulage, le fret et l'assurance. Et quand on proclame à haute et intelligible voix ce prix B, nous ne nous arrêtons pas là. Nous promenons le document original lu que nous présentons à tour de rôle à tous les concurrents de celui dont on a ouvert l'offre financière. Et tout le monde sait que effectivement ce que nous avons déclaré, c'est ce qui est inscrit sur le document et que rien n'a été manipulé. Voilà comment ça se passe au niveau des appels d'offres. Et pour continuer, c'est un peu long, mais c'est nécessaire de l'expliquer. Lorsque vous avez gagné, à partir de ces critères dont je viens de vous citer un peu quelques éléments, vous gagnez, mais en même temps, vous livrez les produits sans lettre de crédit de la part de l'État en votre faveur, ni autre garantie pour vous dire que bon, vous avez gagné et que bon, si nous n'arrivions pas à payer, vous prenez notre garantie. Donc à ce niveau, il n'y a aucune lettre de garantie en faveur comment on appelle ça, de l'adjudicataire. Et ça, c'est une spécificité du Togo. Il faut l'apprécier parce que au moins, ça sauve des décaissements énormes pour aller acheter les produits pétroliers. Livrés, ces produits vont être stockés au nom de l'État, mais il y a une contrepartie. Puisque vous ne lui avez pas donné de garantie pour vous transporter les produits en votre nom, il faut quand même qu'il ait une contrepartie quelque part. La contrepartie, c'est que tant que le produit est au dépôt, il continue d'être sa propriété. Bon, il va arriver un moment, puisque ce n'est pas fait pour être stocké au dépôt, c'est fait pour être distribué en station, c'est que on va prendre par quantité de 2 semaines de consommation au Togo qu'on va attribuer aux besoins de chaque marketeur. Donc c'est là où commence un peu le risque pour le trader. Et pour pallier cela aussi, il y a une société d'intermédiation qui a été créée. Au départ, c'était un compte séquestre pour pouvoir sécuriser les fonds du trader, mais à cause de quelques petites, comment on appelle ça, défaillances, à cause de quelques petits problèmes, le trader a demandé que ce compte soit protégé par une société de droit privé qui va pouvoir lui collecter ses fonds et puis lui garantir que les produits qu'il met à notre disposition lui seront payés. Et partout où il est, il peut vérifier ce compte pour s'assurer que quand les gens achètent, ça ne passe pas ailleurs, c'est dans ce compte que ça se trouve. Voilà de façon résumée comment nous procédons au niveau des commandes des produits pétroliers. Et ça, ce paiement, cet argent, il faut que je le précise bien, c'est les distributeurs qui, en venant acheter les produits, laissant les fonds, ces fonds sont transférés alors sur les comptes pour payer le trader après. Alors, quelle est la nature du pétrole importé par le Togo? Est-ce du brut ou du raffiné? Alors, le Togo n'importe que des produits raffinés. Et je viens de vous les citer au départ. C'est le super sans plomb, le pétrole lampant, le gasoil et le jet A1 pour les avions. Alors, ils n'importent pas du tout du brut. Nous n'avons pas de raffinerie, donc si nous importons du brut, ça ne nous servira à rien. Alors, il faut préciser une chose. Il ne faut pas confondre l'importation du brut, qu'elle fait référence
le prix du baril. C'est-à-dire que quand on donne, on écoute au niveau des radios, le prix du baril est à tant, c'est uniquement sur le brut. Alors, il ne faut pas non plus, quand on donne ces prix sur le brut, faire un lien direct avec les produits raffinés. Parce que, naturellement, le brut, quand il sort, il doit passer en raffinage avant d'être vendu. Et tout ça là demande un processus. Et aucune raffinerie n'attend le brut pour tourner. Il tourne de façon continue. Et donc, il faut que les gens comprennent que quand on donne les prix au niveau international du baril, ce n'est pas la même chose que ce que nous importons en produits finis. Et les produits finis que nous importons sont toujours en tonnes métriques. C'est comme ça que ça se passe dans la profession, dans cette profession, c'est en tonnes métriques. Et quand ils veulent parler du brut, ils l'expriment en baril. C'est leur unité de mesure qu'ils utilisent en général. Et une précision, le prix du baril n'est pas du tout en linéaire avec le prix des produits finis. Une fois encore, je le précise parce qu'il y a cette confusion qui fait que dès que le baril baisse, on dit bon, il faut baisser les produits. Ce n'est pas comme ça que ça procède. Expliquez-nous aussi maintenant en détail la structuration du marché d'Atlanta. Le marché d'Atlanta est beaucoup plus éloigné de chez nous, ici au Togo. Nous opérons plus dans la zone Europe, Afrique. Atlanta étant dans la zone de New York, ce serait contre-productif d'aller chercher nos produits là-bas pour venir. De plus, celui qui a utilisé ce marché a utilisé le brut. Nous venons de dire tout à l'heure que nous n'importons pas du brut, nous n'avons pas de raffinerie. Donc, parler de ce marché, c'est vraiment c'est impropre au Togo. C'est ça. Ça nous amène à parler maintenant des responsabilités de M. Adjakli, notamment dans la procédure de commande des produits pétroliers. Quelles sont exactement ces responsabilités? D'accord. M. Adjakli était le coordonnateur du secrétariat de la commission technique, la cellule administrative et technique du CSFEP. À ce titre, pour le travail qu'il fait, c'est qu'il élabore avec son équipe technique les dossiers de consultation et qu'il donne au ministre qui les signe et après fait le suivi des contrats d'approvisionnement, notamment l'arrivée des tankers, donc les bateaux qui doivent apporter les produits, pour assurer l'approvisionnement du pays sans rupture. Donc, de façon globale, c'est le premier travail qu'il fait avec son équipe. Toutefois, on a dit que entre-temps, il y avait eu des problèmes avec les importateurs d'alors en 2008. Donc, est venu se greffer parce que l'État cherchait un secours. C'est lui qui a piloté ce travail pour qu'ensemble, on soit sorti de la rupture qui était imminente au Togo en 2008. Donc, à ce stade, et c'est lui qui gère et s'assure que le trader auquel on n'a pas donné de garantie par la lettre de crédit, que ce trader va être payé. Donc c'est lui avec son équipe qui suit la mise en disponibilité des fonds au profit du trader. Alors comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut, il y avait eu au départ des comptes séquestres, mais le trader a demandé que cela soit fait sous forme et remise entre les mains d'une société de droit privé, et c'est ce même travail qu'il a toujours poursuivi pour que le trader ne se retrouve pas sans être payé. Ce qui est toujours fait jusqu'à ce jour et sans incident de paiement. Aucun trader ne s'est plaint qu'il a livré les produits au Togo et n'a jamais été payé. Tout a été réglementaire. Pour garantir les intérêts des traders, s'agissant des sommes à eux dues par les marketeurs, puisque c'est avec ces fonds qu'on paye le trader, un compte séquestre avait été ouvert à cet effet dans une banque commerciale. L'utilisation du compte séquestre a fait apparaître
quelques insuffisances et les traders ont suggéré la création d'une société privée chargée de garantir leurs intérêts. Donc notamment le suivi de la comptabilité matière des dépôts à la STSL qui est le dépôt, le premier dépôt, la vérification sur place des paiements effectués par les marketeurs avant toute livraison. C'est ça. C'est à cet effet que la société privée Management Hydrocarbures a été créée. Donc cette société de droit privé dont je vous parlais s'appelle Management Hydrocarbures. Et cette société n'est plus aujourd'hui, c'est la TPC, donc devenue TPC Togo Phoenix Corporation, qui continue ses activités qui étaient dévolues à Management Hydrocarbures. Les fonds issus des ventes aux marketeurs sont payés désormais à cette société et en attente sur 2 comptes ouverts dans 2 banques commerciales pour être virés aux traders. Vous en faisiez allusion vous-même tout à l'heure. Plusieurs organes de presse ont mentionné la probabilité de confusion et de délit d'initiés concernant des sommes avoisinant plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Qu'en est-il exactement? Alors, cette question appelle 2 démarches, à mon avis. D'abord, définir les notions de concussion et de délit d'initié. Et si nous prenons d'abord la première notion, donc la concussion, selon le Robert, le dictionnaire Le Robert, c'est la perception illicite par un agent public de sommes qu'il sait ne pas être dues. Ça, c'est Le Robert qui le dit. Maintenant, au sens juridique, il s'agit d'une malversation dans l'exercice d'une fonction publique, particulièrement dans le maniement des deniers publics. Alors, quand on écoute cette définition, on se dit que dans tous les cas, il faut un agent public et de l'argent public. Les deniers publics, c'est de l'argent public. Or, nous avons signalé plus haut, tout à l'heure, que les commandes se font sous 2 conditions contractuelles très importantes. À savoir, les produits pétroliers arrivent au nom du trader sans que l'État ne présente une lettre de crédit en sa faveur ou toute autre garantie en ce sens. Donc ce n'est basé que sur une confiance contractuelle entre les 2 parties, à savoir l'État et le trader. Ceci étant, on a dit que le trader est payé par les fonds récupérés sur les paiements des marketeurs. Donc si les marketeurs ne déposent pas de l'argent, on ne peut pas payer le trader. Alors, l'élément denier public faisant défaut, dans notre cas d'espèce ici, il est très difficile, je ne veux pas prendre parti, il est très difficile de parler de concussion possible. Parce que l'élément denier public n'existe pas. Pour ce qui est du délit d'initié, c'est un délit de marché et suppose que l'auteur détient, de par sa position, une information privilégiée qu'il manipule lors de transactions boursières aux fins d'engranger des gains en sa faveur et en temps opportun. L'usage des marchés pétroliers est du ressort des traders et non du CCPP. Alors, de plus, la fixation des 2 composantes du prix CAF des produits est définie de manière à ce qu'aucune partie au contrat ne tire profit d'une quelconque manipulation illicite. J'ai dit plus haut que nous choisissons dans le futur des jours où le Platts, ce que le Platts nous donnera dans le futur. Et donc, ni le trader, ni l'État, donc représenté par le CSFP, personne ne sait quelle sera la cotation du Platts ce jour-là. Et la deuxième partie, c'est le prix offert par l'adjudicataire qui était soumissionnaire au départ. Donc, ces éléments combinés, il n'y a pas moyen, il n'y a pas possibilité de dire qu'il y a manipulation quelque part. À titre illustratif,
nous pouvons vous dire que de janvier 2017 à juin 2020, les paiements effectués aux différents traders adjudicataires sont estimés à environ 415 milliards de francs CFA, et ceci sans jamais enregistrer d'incident de paiement vis-à-vis des traders adjudicataires. Additionner cette somme payée en 3 années et demie aux 400 ou 500 milliards qui seraient détournés sur le dos de l'État, et chacun pourra se faire sa religion. Pour résumer tout ce que je viens de dire, nous dirons ceci. Le budget de l'État ne comporte aucune ligne destinée aux commandes des produits pétroliers. Néanmoins, il y a une chose, c'est que l'État soutient le prix à la consommation par le biais des subventions dans la chaîne de distribution. Le côté de subvention existe au niveau de l'État, mais au niveau des commandes, il n'y a pas de lettre de crédit. Deuxième point, les fonds destinés à payer le trader, donc le fournisseur, proviennent nécessairement des marketeurs eux-mêmes, c'est-à-dire les marketeurs qui ont acheté les produits qui ont été déposés. Ce sont ces fonds qui permettent d'aller payer le trader. Les consultations restreintes lancées par le CSPP permettent de mettre en compétition de potentiels traders et donc de sélectionner l'offre financière la moins disante sans fourniture de lettre de crédit de la part de l'État. Donc c'est l'offre la moins disante que nous choisissons et pour dire que tel est adjudicataire. Ceci dit, il faut rappeler tout de même que le ministre du Commerce a donné des instructions pour que des audits soient menés afin de rétablir la vérité dans ce dossier. Nous avons fait des démonstrations, ça n'empêche pas d'aller vérifier. Et c'est ce qui sera fait ou ce qui est donné comme instruction, de mener des audits pour vérifier. Et là, si malversation il y a, les auteurs seront poursuivis conformément au texte en vigueur. Enfin, le système lui-même, tel qu'il fonctionne actuellement, ce système étant perfectible, des études sont en vue pour l'améliorer. Un benchmarking sera aussi fait pour rechercher les meilleures pratiques en la matière. Affaire à suivre donc, vous encore M. Tondou, vous l'avez dit, je vous reprends donc l'expression, chacun donc pourra se faire sa religion et prêcher donc pour sa chapelle. Merci beaucoup M. Kondo Komlan. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du secrétariat technique du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci M. Devaux. Au nom de mon ministre, je vous dis merci. Merci.